Comme beaucoup de thérapeutes, je pense, j'ai parfois un sentiment d'amertume lorsque je sens que je ne peux pas totalement répondre aux besoins d'une personne. Plus encore, lorsque j'ignore vers qui l'orienter, ou vers quoi. À mon sens, l'humain, dans son infinie complexité, ne peut pas être englobé dans une seule pratique thérapeutique, quelle qu'elle soit. C'est pour cette raison que j'aime me renseigner sur les différentes méthodes et chercher celles dont l'efficacité a déjà été constatée. Que ce soit pour moi-même, m'y former et enrichir ma pratique, ou pour conseiller des personnes dont les besoins sont hors de ma portée. Sur mon chemin, que ce soit par des recherches ou des rencontres, j'ai eu l'occasion de voir nombre d'approches. Ainsi, je passe parfois des heures, des jours, des semaines à éplucher un sujet qui m'intrigue et voir s'il semble viable ou non. Et il en est un dont l'histoire m'a paru à ce point étonnante que ça m'a motivé à faire cette première vidéo. Il s'agit de la luminothérapie. Soyez tous bienvenus à ce premier épisode de Thérapistes. Je vais rapidement vous situer le contexte. Récemment, j'ai fait la découverte de Seviso, un centre de mieux-être au cœur de Rennes. Il propose notamment plusieurs formes de luminothérapie aux effets très intéressants. En rencontrant ses propriétaires et en échangeant avec eux, est venue l'envie de faire cette émission. Pour cela, ils m'ont donc prêté leurs locaux, appareils et documentation pour la réaliser. Je les en remercie chaleureusement. Maintenant que vous avez eu la petite histoire, intéressons-nous à celle avec un grand H et voyons ce qu'elle a à raconter de l'importance qu'a eu la lumière dans toute l'humanité et sa santé. Dans toutes les traces de nos différentes civilisations, que ce soit vers l'ouest ou vers l'est, une chose est sûre, chaque panthéon possède sa divinité ou ses divinités solaires. C'est plutôt logique de se dire que les humains, avec cet astre qui nous apporte lumière et chaleur, nous permettant littéralement de vivre, et ainsi déifier la lumière, ou plus précisément le soleil. Mais bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est l'humain a-t-il utilisé cette lumière, ce soleil, à des fins directement thérapeutiques? Pour cela, remontons donc le temps, et allons à l'époque de l'Égypte antique. Cette période, elle couvre 3000 ans d'histoire. C'est bien vague, et malheureusement, pour celle-ci, je n'aurai pas trop de dates précises à vous donner. Dans mes différentes recherches, je n'ai pas parvenu à trouver des sources qui se concordent à avoir des personnages ou des dates vraiment particulières ou précises. Certaines sont nuancées. Mais bref, changeons de sujet et revenons-en à la luminothérapie, ou plutôt, à défaut de luminothérapie, à comment l'humain a utilisé la lumière pour un mieux-être au niveau de sa santé. Déjà à l'époque, les Égyptiens utilisaient les rayons solaires pour la dessiccation des aliments, afin de les assécher et de favoriser la conservation. Au-delà de cela, ils utilisaient aussi l'énergie du soleil pour photoactiver différentes préparations, que ce soit des goudrons aux résines qu'ils appliquaient sur le corps, ou encore, la lumière était utilisée pour la potentialisation photochimique de certaines plantes ou autres ingrédients pharmaceutiques. Pour vulgariser, la lumière agit comme un catalyseur qui décuple les effets bénéfiques de certains ingrédients. Mais quittons cette période et remontons un peu plus haut dans le temps, à l'époque de la Rome et de la Grèce antique. En 450 avant notre ère, on retrouvait par les écrits d'un certain Hérodote l'utilisation de solarium, des pièces dédiées à recevoir la lumière solaire. Ce dernier précisant même « L'exposition au soleil est hautement nécessaire chez les personnes dont la santé doit être restaurée. » Bon, demandez pas pourquoi, lui imaginez cette voix-là. Le père de la médecine, Hippocrate, précisait lui aussi l'importance de la lumière et de sa chaleur pour traiter tout un tas de maux et le renforcement de la masse osseuse. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, notamment le rachitisme ou l'obésité. De leur côté, chez les Romains, on trouvait des textes de loi possédant des clauses qui garantissaient un droit à la lumière aux habitants. Ces derniers étant en droit de se retourner contre leurs propriétaires s'ils ne possédaient pas assez de lumière. Il n'était d'ailleurs pas rare que des habitations possèdent des solariums. Et au IIe siècle, un de leurs grands médecins romains, Soranos d'Éphèse, prescrivait même l'exposition au soleil pour les bébés atteints de jaunisse.
Mettons une petite parenthèse avant de continuer plus loin dans l'histoire, et voyons dans la lumière l'importance qu'a eu également la couleur. Dans la luminothérapie moderne, on peut aussi bien utiliser ce que l'on appelle la lumière blanche, qu'à contrario, jouer sur l'ensemble du spectre des couleurs, allant du rouge au violet, et je dirais même plus loin, allant des infrarouges aux ultraviolets. C'est également ce que l'on appelle la chromothérapie, à ceci près que cette dernière regroupe également les couleurs que l'on peut obtenir par les pigments de la peinture par exemple. Et l'utilisation des couleurs dans des buts thérapeutiques, là aussi, est très ancienne. En moins 2000, il était d'usage dans les Ayurveda de les utiliser. Maintenant, relions les couleurs à la lumière. Remontons en 1025 de notre époque et allons voir ce qu'il se passait du côté du monde arabe. Dans ce qu'il a intitulé son canon de la médecine, Avicenne décrivait notamment l'utilisation des couleurs pour différentes pathologies. Il faisait s'installer ses patients devant des panneaux de verre colorés à travers lesquels la lumière filtrait. Les artisans verriers du monde arabe avaient à l'époque un savoir-faire inégalé et obtenaient une grande pureté chromatique qui était difficile à obtenir autrement. C'est d'ailleurs ce savoir-faire qui a continué à perdurer, s'est perfectionné, puis a dépassé les frontières, qui fait qu'aujourd'hui nous avons de magnifiques vitraux dans nos églises par exemple. En tout cas semblerait-il qu'il y ait une interaction forte entre lumière, couleur et thérapie. Et c'est notamment en 1666, grâce à un certain Isaac Newton, qui, au-delà de se prendre des pommes sur la tête, savait aussi faire des expérimentations plutôt pas mal. Puisque ce dernier, dans ce qu'il a appelé son experimentum crucis, a réussi à démontrer de quoi était composée la lumière blanche. En faisant passer un rayon de cette lumière à travers un prisme, il en obtient la décomposition en 7 couleurs d'arc-en-ciel. C'est cette couleur qu'il fera à nouveau devenir lumière blanche, en les repassant dans un autre prisme qui a recomposé donc ce spectre en une lumière unifiée telle que nous la connaissons. Je ferme donc cette parenthèse et soulève une nouvelle question. En quoi la lumière est-elle exactement vitale? Sauf preuve du contraire, nous sommes des animaux, pas des végétaux. On ne pratique pas la photosynthèse. Et pourtant, nous avons un équivalent. Nous faisons ce qui s'appelle la photobiomodulation. C'est un détail un peu technique et j'y reviendrai plus tard. Nous pouvons répondre aussi à cette question en la prenant simplement à l'envers. Laissez-moi vous raconter la triste histoire qu'ont vécu certains Londoniens en 1696 sous le règne de Guillaume III. Ce dernier a eu l'idée certainement pas lumineuse de mettre en place une taxe sur les fenêtres. Vous vous doutez de la suite, une bonne partie des classes moyennes et pauvres se sont murées le plus possible afin d'éviter cette taxe. S'en est suivi, surtout pour les générations qui sont nées dans cette obscurité, des problèmes de santé en pagaille. Cette absence de lumière prolongée provoqua une énorme carence en vitamine D dans toutes les franges pauvres de la population. Les nouveau-nés, pour la plupart du temps, étaient atteints ainsi de rachitisme. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Hippocrate précisait lui aussi l'importance de la lumière et de sa chaleur pour traiter tout un tas de maux et le renforcement de la masse osseuse. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, notamment le rachitisme ou l'obésité. À cette époque, ce mal était tellement répandu qu'on l'avait même appelé la maladie anglaise. En tout cas, cette taxe ne prendra pas fin avant 1851. Il semblerait donc qu'il y ait réellement une importance cruciale entre lumière et vitalité. Ce n'est pas simplement y voir clair, c'est même survivre. Commençons maintenant à regarder à une époque beaucoup plus moderne ce qui s'est fait, compris et développé au niveau de la luminothérapie. En 1869, un ophtalmologiste allemand, un certain Hermann Cohn, fit le lien entre l'obscurité des salles de classe et la myopie chez les élèves. À notre époque, ça peut être hallucinant de se dire qu'on n'avait pas fait le rapprochement plus tôt. Au XIXe siècle, un docteur suisse, Auguste Rollier, avait ouvert des centres d'héliothérapie en altitude. Ses patients, entre autres pratiques de gymnastique douce et randonnée avec pour seul habit des sous-vêtements, recevaient donc un air pur et un ensoleillement riche et continu. Une bonne partie de ces malades étaient atteints de tuberculose. À l'époque, cette dernière ne se soignait que par chirurgie, par une opération complexe avec 50% de chances de revenir vivant. Rollier, qui pratiquait lui-même ce genre d'opération auparavant, renonça à cette pratique pour se tourner pleinement vers les bienfaits de l'air et du soleil. Le fait est qu'il obtient des résultats miraculeux et fuit très vite sa renommée, des personnes venant parfois de tout horizon pour venir le voir. Bien sûr, ces résultats, ce n'était pas uniquement l'exposition au soleil par lesquels il les obtenait. Sinon, on peut supposer que tous les naturistes du monde entier auraient une santé incroyable. D'ailleurs, le docteur Rollier lui-même le précise, l'héliothérapie n'est efficace qu'exactement dosée et strictement individualisée. Ouais bon, mon accent suisse, il vaut ce qu'il vaut.
Blague mise à part, rappelez-vous que ces cures avaient lieu en altitude. Le rayonnement ultraviolet est beaucoup plus important. Par tous ces bons résultats, il obtint même chez nous la médaille de la Légion d'honneur. Je vous laisserai dans la description quelques sources à son sujet. Après l'utilisation de la lumière naturelle, voyons maintenant celle de la lumière artificielle, avec le médecin danois Niels Ryberg Finsen, fin 19e siècle. On lui attribue la paternité de la photothérapie. Et non, ce n'est pas l'art de se prendre en selfie pour se soigner. Niels étudie l'ensemble du spectre lumineux pour voir son influence sur notre métabolisme. Il va même plus loin, puisqu'il va étudier tout ce qui est dans les ultraviolets, qui est donc une lumière qui ne peut pas être vue à l'œil nu. On lui doit notamment le premier traitement vraiment efficace contre le lupus vulgaris, une maladie sévère qui cause des lésions profondes de la peau. Il a reçu en 1903 le prix Nobel de physiologie ou médecine pour l'ensemble de ses travaux. Des scientifiques et des études, il y en a eu bien d'autres, on va en aborder quelques-uns un peu plus loin. Mais j'aimerais simplement soulever une question avec vous. Pourquoi, alors que études et résultats sont à l'appui, aujourd'hui la luminothérapie se contente d'être connue du grand public comme une lampe blanche que l'on pose sur le coin de son bureau pour lutter contre la dépression saisonnière? Je pense qu'à cela, on peut y voir la raison suivante. La naissance de la médecine moderne. Déjà à l'époque naissait le principe de lobbying. Il est beaucoup plus rentable de vendre des médicaments que, pour l'exemple de la luminothérapie, acheter une ampoule. Citons le cas du docteur Dinsha Gayali, un autre thérapeute par la lumière, inventeur du spectrochrome et qui fut poursuivi à 2 reprises pour ses travaux. Il remporta son premier procès grâce à de nombreux témoignages, notamment celle d'une chirurgienne, Kate Baldwin. Après 37 années de pratique active de la médecine et de la chirurgie, j'arrive avec la couleur à des résultats plus rapides et plus précis qu'avec n'importe laquelle des autres méthodes, tout en imposant un moindre stress aux patients. Et malgré cela, il perdit son deuxième procès. Il fut sommé de détruire ses recherches, ses publications et de fermer son institut. Progressivement, les lumières s'éteignent les unes après les autres, laissant mortellement blessée cette pratique, en tout cas en apparence. On peut souligner le changement de veste des médias de la santé en 2 citations. La lumière est à la santé et au bonheur, ce que l'obscurité est à la maladie et au désespoir. L'efficacité thérapeutique des thérapies par la lumière n'a pas été suffisamment établie pour permettre une recommandation. Mais vous vous en doutez, si cette vidéo a lieu, c'est que malgré tout, d'autres chercheurs et études ont poussé plus loin les utilisations de la lumière sur notre santé. On peut citer la biologiste Tina Karou, qui a découvert un procédé de régénération cellulaire par la lumière, qu'elle a baptisé photobiomodulation, dont j'avais déjà parlé précédemment dans la vidéo. Cette découverte eut l'effet d'une véritable bombe et relança activement la recherche sur l'efficacité de la lumière sur notre santé. Notamment les agences spatiales, dont la NASA, reprirent activement ces recherches, car c'était pour eux le moyen idéal, à la fois nomade, léger et portatif, pour la survie de leurs hommes dans l'espace. Aujourd'hui, en tout cas en France, la luminothérapie n'est pas encore reconnue. Mais vous vous en doutez, si j'ai fait cette vidéo, c'est pas simplement pour le plaisir de vous parler de ce qui a été fait au passé. Je vais faire 3 courts modules vidéo qui vont pas tarder à sortir, où je vous présenterai dans chacune une technologie liée à la lumière. La prochaine, ça sera sur la technologie appelée le sensorat.